Vous avez été très nombreux à réagir sur ma vidéo évoquant les autos qui en font des caisses, mais qui au final n'avancent pas. Grâce à vos commentaires, j'ai réalisé que je m'étais peut-être un peu mal exprimé. Donc on est bien d'accord que dans cette vidéo, comme la précédente évoquant le même sujet, je ne dénigre absolument pas les personnes qui font le choix d'acheter ce type de véhicule. Au contraire, la plupart du temps, je trouve ça judicieux car comme je vous le dis souvent, la puissance, ça ne sert pas à grand chose si on ne peut pas la maîtriser. Pour moi, la débauche de puissance, ça n'a aucun sens à part savoir qui a la plus grosse. Cependant, l'intérêt de ces vidéos, c'est de montrer la dissonance entre un look évoquant le sport et finalement une puissance affichée plutôt tranquille. Même si ça ne veut pas dire que la voiture n'est pas sportive, hein. Voilà, je précise bien. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, mais c'était pour recontextualiser les seules vraies autos que je trouve infâmes. Vous les connaissez, c'est toutes ces voitures récentes avec des kits aérodynamiques dans des caisses diesel de 90 chevaux. Aujourd'hui, quand on parle de Citroën, on pense plutôt à des voitures destinées à des personnes ayant un certain âge et privilégiant le confort. Bien sûr, les vrais amateurs de la marque me rétorqueront que Citroën a également une grande histoire en sport automobile, et c'est bien vrai, hein. Tout le monde pense à l'épopée légendaire de l'écurie Citroën des années 2000, avec un certain Sébastien Loeb, accompagné de son acolyte Daniel Elena, mais même avant cette époque bénie, le constructeur au chevron, il était au top avec la ZX Rally Raid. Et bien, dites-vous qu'ils en ont fait une voiture de série. C'est pas tout à fait la même parce que là, malgré un look de fou, on a droit au 1,4 litre essence de 75 chevaux. Ce qui n'est pas si mal pour une ZX, mais à des années-lumière de ce que suggère son look assez tapageur. En coupé français qui suggère la puissance, il y a la Renault Fuego. Personnellement, je l'adore. Je sais que c'est un avis impopulaire, mais franchement, j'aime beaucoup son côté assez décalé qui suggère tout de même de la sportivité. Enfin, ça dépend des versions, car la version de base, elle fait à peine 64 chevaux et tombe le 0 à 100 en 15 secondes. Malheureusement, ça aura coûté cher à la carrière de ce bolide qui, lors de sa sortie, a été uniquement équipé de ses modestes cylindrés. Chez les Français, il y avait aussi une certaine Power Junior. Alors là, je sens que ça ne va pas parler à tout le monde, mais regardez-moi ce look de zinzin. Avec cette auto, on a un style de fou furieux, pour une puissance de 42 chevaux de base. Bon, déjà, c'était les années 50, donc on pardonne, et surtout avec un poids de 650 kg, apparemment, c'était hyper cool à manier. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en faire un essai sur la chaîne. Ça court pas les rues. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai beaucoup lu vos commentaires et c'est vrai que j'avais omis pas mal de modèles, dont un véhicule qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la Mazda MX-5. La Miata qui va nous intéresser, c'est la NA comme la mienne, mais ici en 90 chevaux. C'est vrai qu'on peut se dire qu'avec ce look, la voiture est forcément plus puissante que ça. Heureusement, et même avec 90 chevaux, la MX-5 NA, c'est juste un petit bonheur à manier. J'en parle pas tant que ça, mais la mienne, qui est une 115 chevaux, je précise, elle me comble de bonheur depuis déjà 4 ans. La version actuelle, c'est un peu la même chose. Avec 131 puis 132 chevaux de base, ça peut paraître très juste, surtout que le look, il est sacrément agressif. Au final, c'est la même chose, à savoir un bonheur au quotidien, une des dernières autos modernes qui donne le smile à la conduite, tout en se montrant plutôt économique à l'usage. Alors c'est sûr, c'est un peu juste pour faire le méga foufou, mais les sensations sont bien là et c'est là l'essentiel. Une autre japonaise qui mérite sa place ici, il s'agit de la Toyota Paseo. De quoi, vous ne connaissez pas la Toyota Paseo? Mais c'est dingue! Ce modèle culte de chez Toyota, non, je rigole, moi non plus je la connaissais pas du tout cette voiture. C'est vrai que son look, il peut laisser suggérer au moins un minimum de puissance. En réalité, avec des moteurs allant de 90 à 110 chevaux maximum, c'est pas foufou. Maintenant, je vais vous parler de la Mitsubishi la plus culte du constructeur, forcément, la Lancer. Ah, la Lancer, l'éternel rival de la Subaru Impreza. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faut forcément faire un choix entre ces deux légendes, alors qu'au final, les deux, elles sont cultes. En revanche, à la fin des années 2000, Mitsubishi, ils ont fait quelque chose qui a un petit peu choqué les puristes, puisque la Lancer, elle a été équipée d'un vulgaire 2 litres diesel d'origine Volkswagen. La puissance, 140 chevaux. Avouez que c'est pas mal tout de même pour se la péter, alors qu'au final, l'auto, c'est juste une berline diesel, tout ce qu'il y a de plus classique. Si je vous parle d'Aston Martin, forcément, on pense directement à des GT majestueuses, classe, puissantes, intemporelles. La plupart du temps, c'est bien le cas. En revanche, ici, pas du tout avec l'Aston Martin Signet. L'histoire de cette voiture, elle est folle, à tel point que j'en ai consacré
consacré une vidéo complète il y a quelques temps déjà, mais en gros, c'est une Toyota IQ de luxe. Aston a fait un minimum d'efforts sur la présentation, notamment intérieure. En revanche, niveau moteur, c'est bien le même qu'il y a sous l'IQ. C'est donc un bon 1,3 litre de 98 chevaux. En soi, vu la taille de l'auto, c'est pas si mal, mais c'est vrai que c'est légèrement décevant quand on voit un blason Aston. Ce qui est bien en revanche, c'est que c'est l'Aston Martin la plus économique à entretenir et aussi la plus fiable. L'Aston Martin Signet, c'est une auto qui n'a aucun sens, mais j'ai encore mieux avec la DeLorean MC12. Cette voiture est pour le moins originale, elle est devenue culte suite à ses apparitions. Est-ce que je dois vous en parler dans les retours vers le futur ? Et elle suggère la puissance et bien sûr l'innovation. Bon, mollo quand même niveau puissance, puisqu'abord on retrouve un moteur qu'on connaît bien en France, El Famoso PRV, ici d'une puissance de 130 chevaux. Bon, ça va, on va pas s'envoler. J'ai toujours aimé la MG ZR, je sais pas, son look un peu vintage avec ses 4 phares ronds, ça me faisait penser en quelque sorte à une pré-BMW série 1. En 160 chevaux, on pouvait la prendre au sérieux. En revanche, les autres motorisations n'étaient clairement pas dignes de son look très sportif. Je pense notamment au 1,4 litre essence de 115 chevaux, ou pire, au moteur diesel. Mais si je devais retenir qu'une seule voiture qui en fait des caisses pour rien, je vous parlerai sans hésiter de la Volkswagen Scirocco. Alors je suis désolé, autant j'étais fan absolu lors de sa présentation, je me souviens très bien du moment où elle a été exposée au salon de l'auto 2006 avec ce verre très spécial, autant par la suite j'ai rapidement déchanté. Pas que l'auto ce soit une mauvaise voiture, en soi c'est une Golf avec un look un poil plus sportif, mais c'est surtout le nombre incalculable de saucisses tunées qui m'ont définitivement dégoûté de ce modèle. Et bien que l'auto soit disponible avec des motorisations cohérentes avec son look plutôt énervé, il y a aussi beaucoup de versions pour le moins discutables. Je pense aux essences 122 et 125 chevaux, mais aussi et surtout au diesel. D'ailleurs, c'est souvent ces Scirocco les plus merguezifiés, comme par hasard. Bref, je suis sûr que certains d'entre vous ils sont fans de ce modèle, mais personnellement, je peux pas. Regardez cette magnifique Fiat 850 coupé. Ici, on a une auto avec un charme absolu, des lignes dingues et un petit moteur. Alors ok, elle faisait 745 kg, mais à peine 47 chevaux, ça nous donne un rapport poids-puissance moins intéressant que celui de ma vaillante Citroën AX qui fait 690 kg pour 50 chevaux. Elle la bat dans les deux domaines. Que dire de la première Volkswagen Scirocco qui débute à peine 50 chevaux? Finalement, cette logique, elle s'applique à beaucoup de petits coupés de cette période. Si on prend la Ford Capri de 3ème génération, les versions les plus puissantes sont ok. En revanche, celle de base, elle fait à peine 70 chevaux. C'est un petit peu juste pour évoquer le sport. Si on reste du côté des américano-germaniques, à cette époque, il existait l'Opel GT. Moi qui ne suis pas fan de la marque habituellement, là je peux vous le dire, je vous le confesse même, je suis amoureux de ce petit bolide. Regardez-moi ce look de mini Corvette, elle est à croquer. Bon, par contre, niveau performance, c'est pas la folie, hein, avec des puissances allant de 59 à 88 chevaux. 59 chevaux, c'est vraiment juste quand même quand on voit ce look de fou. Mais l'essentiel, il est ailleurs. Ici, ça permet aussi et surtout d'avoir une auto au look de fou qui ne fait pas du tout kéké et qui ne coûte pas un bras à l'entretien. Dans le même esprit, Opel, il réalisera à la fin des années 90 un petit coupé qui a fait grand bruit lors de sa sortie, l'Opel Tigra. Bon là, je suis pour le coup beaucoup moins fan. Si vous attendez à une rivale sérieuse de la Honda CRX, passez votre chemin. Au niveau des voitures récentes, il n'y a pas que les allemandes qui abusent des kits carrosserie. Même sur des autos que j'adore, des fois, je trouve ça un peu abusé. Si on prend l'actuelle Mazda 3, je peux vous dire sans mal qu'il s'agit de ma berline compacte actuelle préférée niveau design. Je la trouve incroyable de sensualité, de finesse, avec un look présageant la sportivité. Bon, avec les motorisations 116 et 122 chevaux, autant dire que c'est pas incroyable. Même si je pardonne à cette magnifique auto cette dissonance, tant je la trouve magnifique. En revanche, sur la Yaris actuelle, je trouve ça quand même vraiment abusé. En fait, ils ont sorti une version GR Sport sur une voiture hybride, je le rappelle. Lorsque j'ai vu cette version dans la rue pour la première fois, j'ai cru que c'était la bombe qu'est la Yaris GR. J'ai failli m'y jeter dessus. Bon, heureusement, j'ai rapidement reconnu l'entourloupe car c'est une 5 portes alors que la vraie GR elle est disponible uniquement
en 3 portes. Allez, un dernier véhicule récent qui suggère beaucoup, il s'agit de la Peugeot 408. Alors déjà, j'aimerais savoir si c'est un succès, car je n'en vois absolument jamais, c'est dingue. Pour ce qui est de son look, si vous me connaissez, j'ai pour habitude de l'appeler le Urus de Wish, et je trouve que ça lui va particulièrement bien. Prenez-la en full option avec le brave PureTech 130 chevaux, et là vous aurez un combo démoniaque. Mes chers atmophiles, c'est donc ainsi que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris en considération vos remarques, n'hésitez pas si vous avez en tête d'autres modèles dans la même veine, pour pourquoi pas faire un nouvel épisode. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci pour le soutien sur Patreon ou depuis YouTube rejoindre, vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, allez bisous, ciao.